Euradio, l'invité de la rédaction, Romain Lostis. Chantal Cutajar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Euradio pour cette nouvelle émission. Chantal Cutajar, vous êtes avant tout enseignante-chercheuse, maître de conférences à l'Université de Strasbourg, spécialisée depuis des années dans les problématiques de la criminalité organisée, de la fraude et du blanchiment d'argent. Et vous êtes également candidate aux élections européennes. Peut-être première question, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus précisément en quoi consiste votre objet d'étude ? Alors, d'une manière générale, la criminalité organisée, c'est un vaste champ dans lequel opèrent les organisations criminelles. Donc, ça recouvre tous les trafics de stupéfiants, trafic d'êtres humains, avec maintenant une montée en puissance de la criminalité organisée dans le champ de l'environnement. Voilà, donc c'est un ensemble de comportements criminels qui mettent en danger les citoyens, qui mettent en danger la démocratie parce qu'elles génèrent une masse considérable d'argent qui sert à corrompre, à infiltrer l'économie légale via le blanchiment d'argent et donc, in fine, à faire passer le pouvoir aux organisations criminelles. Et moi, je m'intéresse évidemment plus particulièrement à la lutte contre la criminalité organisée à l'échelle européenne et encore plus spécialement dans sa dimension économique et financière. Quand on parle de fraude, de blanchiment d'argent, j'ai eu un peu de mal à trouver des chiffres précis. Alors j'ai trouvé des estimations, notamment selon Eurostat, selon le Parlement européen aussi, qui avancent la fourchette de 117 à 210 milliards d'euros par an d'argent sale qui serait blanchi en Europe. Comment vous réagissez face à ce chiffre ? Déjà, est-ce que ça correspond plus ou moins à ce que vous observez ? Écoutez, les chiffres ne sont pas fiables. On essaie par des évaluations par rapport aux saisies à mesurer, mais on est bien en deçà de la réalité du phénomène. Je ne peux pas davantage vous en dire, mais peut-être vous expliquer aussi que l'économie criminelle est une économie souterraine. Donc, par définition, on ne peut pas l'approcher avec les outils économiques habituels. C'est la raison pour laquelle on va tenter d'approcher via les saisies, mais on sait bien qu'on saisit très très peu par rapport aux masses d'argent qui circulent. Donc voilà, sur le phénomène, je crois que ce qui est plus important, c'est d'analyser la manière dont les organisations criminelles blanchissent l'argent. Et là, on se rend compte de la dangerosité vraiment du phénomène. Parce qu'elles vont se servir de ce qu'on appelle des mules, qui peuvent être des étudiants, des personnes qui ont des besoins financiers et qui vont prêter leur concours à des opérations de blanchiment. Et lorsqu'on sait que les organisations criminelles ont ce type de comportement, on peut mesurer l'impact qu'elles peuvent avoir. Alors, vos recherches contribuent notamment à trouver des moyens d'améliorer cette prévention, cette répression de la criminalité financière. Avez-vous un exemple peut-être à nous partager ? Alors, si vous voulez, les retours d'expérience, qui sont réalisés par Europol, Eurojust, toutes les instances européennes en charge de la lutte contre ces phénomènes, montrent que dans toutes les affaires de blanchiment d'argent interviennent des structures qu'on appelle les sociétés écrans. Cela, nous le savons depuis 1990, date à laquelle a été créé le GAFI, le groupe d'action financière, qui est une instance intergouvernementale à l'échelle de l'OCDE. Nous savons que s'il n'y avait pas la possibilité de créer des structures juridiques qui permettent d'occulter les bénéficiaires réels, qui permettent d'occulter les dirigeants, qui permettent d'occulter les propriétaires réels de l'entreprise, il n'y aurait pas la possibilité de blanchir. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc ça, nous le savons depuis, je vous le disais, de très très nombreuses années. Chaque fois que des scandales éclatent,
Panama Papers, Paradise Papers et compagnie, on voit qu'il y a des sociétés écrans qui permettent le blanchiment de cet argent, d'où qu'il provienne, de la fraude fiscale ou des trafics de la criminalité organisée. Donc, le meilleur moyen de lutter, c'est de neutraliser les sociétés écrans. Le moyen que je préconise depuis de nombreuses années, eh bien, c'est d'ériger en principe européen, puisque je ne peux pas avoir la prétention de le faire à l'échelle mondiale, poser le principe de la transparence des personnes morales. C'est-à-dire, comme en France, comme dans la plupart des États membres de l'Union européenne, que les bénéficiaires réels soient des personnes physiques clairement identifiées et que l'on puisse comme ça remonter, même lorsqu'on est en présence de montages complexes, d'avoir toujours une personne physique que l'on puisse appréhender. Cette idée fait son chemin, mais nous n'y sommes malheureusement pas encore arrivés, tout simplement parce que l'économie financière, la finance, a besoin de ces structures également. Parce que mes recherches ont permis de mettre en évidence quels sont des outils de contournement de toute forme de régulation. Donc, elles sont au cœur de l'optimisation fiscale, elles sont au cœur évidemment de la criminalité organisée. C'est aussi l'un des ressorts de la criminalité environnementale, donc, qui est en plein boom et qui est une astuce, comme vous dites, de contourner les normes de plus en plus contraignantes, qui est très utile pour les entreprises qui peuvent faire appel à des groupes criminels pour polluer à leur place ou pour accaparer ce bilan financier négatif. Absolument. Et plus cela va, plus on se rend compte effectivement que le nœud du problème est là et que tout ce qu'on pourra faire, améliorer la coopération policière et judiciaire, c'est très bien, mais il faut agir en amont, c'est-à-dire empêcher l'utilisation du système financier à des fins illicites. Alors justement, une des actions en amont que vous menez dans le cadre de votre travail d'analyse et de lutte contre cette criminalité organisée et contre la fraude, vous êtes, Chantal Cutajar, la directrice générale du Collège européen des investigations financières et analyses financières criminelles, aussi appelé le CEFAC, qui existe à Strasbourg depuis 2013. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? En quoi consiste-t-il? Quelles sont ses missions? Alors justement, ce collège européen, ce CEFAC, est né des conclusions de mes recherches. Et donc, dans le prolongement d'ailleurs des normes du GAFI, l'idée, c'est de former les autorités de poursuite et de justice, donc il s'agit des policiers, des juges et des procureurs, des douaniers, des membres des cellules de renseignement financier, à l'échelle européenne, à une forme d'enquête particulière qui s'appelle l'investigation financière, dont le but est de tracer le flux financier. C'est une enquête proactive, parallèle à l'enquête qui va permettre d'identifier les auteurs. Donc là, on s'intéresse au flux financier de manière à identifier les réseaux, ce que ne permet pas de faire l'autre enquête, de circonscrire le phénomène, d'identifier les avoirs des organisations criminelles de manière à pouvoir les saisir et les confisquer. Et donc, le collège reçoit 1 ou 2 fois par an, en fonction des sessions, des représentants de l'Union européenne et des pays candidats à l'Union européenne qui viennent se former. Alors, les pays candidats viennent se former pour se mettre à niveau des acquis communautaires de l'Union européenne en matière de lutte contre la criminalité organisée. Alors, cet organisme, ce CEFAC, est largement cofinancé par l'Union européenne, c'est ça? Il est financé à hauteur de 75% par l'Union européenne et le complément est donné par les collectivités territoriales dans le cadre du contrat triennal Strasbourg, capitale de l'Europe. Et c'est vrai que le CEFAC est le seul organe de formation et on a adossé un programme de recherche aussi au CEFAC qui existe au sein de l'Union européenne et qui est entièrement dédié à ces investigations financières.
Quittons un peu Strasbourg. À présent, le mois dernier, l'Union européenne a franchi un nouveau pas vers la création d'un nouvel outil aussi, toujours dans le cadre de cette lutte contre le blanchiment d'argent. C'est la nouvelle agence européenne de lutte contre le blanchiment d'argent. Alors cette nouvelle étape consistait pour les Européens à s'accorder sur la ville qui accueillera cette nouvelle agence. Ce sera finalement Francfort, en Allemagne, ville qui accueille déjà la Banque Centrale Européenne, la BCE. Chantal Cutajar, comment vous réagissez à cette décision quand on sait que d'autres villes européennes comme Madrid ou encore Paris désiraient ardemment accueillir cette agence? Écoutez, j'ai beaucoup, pas milité, mais appuyé la candidature de la France. Ceci dit, je suis profondément européenne et je suis parfaitement heureuse que que l'autorité soit et son siège en Allemagne. Ceci étant, c'est la première fois qu'on désigne le siège d'une institution de manière transparente, j'allais dire, puisqu'il y avait le Coreper qui a statué avec le Conseil. Donc, le Coreper, c'est donc les États membres. Oui. Et il y avait aussi le Parlement européen qui a eu son mot à dire. Absolument. Donc ça s'est passé dans la plus parfaite transparence. Et l'Allemagne a eu une majorité très, très importante. Alors, qu'est-ce qui va changer avec cette nouvelle agence? Parce que l'Union européenne possédait déjà un parquet anticorruption, par exemple. Voilà. Si vous voulez, donc il faut bien comprendre, dans la lutte contre la criminalité organisée dans sa dimension économique et financière, vous avez deux démarches. Une démarche de prévention, une démarche de répression. Donc, vous avez le parquet européen, lui, c'est clairement, son champ d'action, c'est la lutte contre la répression pénale de la criminalité organisée. Là, on est dans le champ de la prévention. Alors peut-être un mot tout d'abord de la genèse. Pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre en place une autorité européenne de lutte contre le blanchiment? Eh bien, il faut savoir que c'est à la suite de nombreux scandales qui ont impliqué, des scandales d'ampleur, qui ont impliqué les banques européennes. Par exemple, il y avait celui de la Danske Bank, 200 milliards de transactions suspectes entre 2007 et 2015, réalisées par la filiale estonienne de cette banque, et c'était du blanchiment de l'argent sale, de la criminalité organisée. Ou encore la Deutsche Bank, condamnée à payer des centaines de millions de dollars d'amende pour aussi des transactions russes, cette fois-ci, suspectes, et elle aurait ainsi blanchi 10 milliards de dollars. Bon, je ne vais pas les énumérer toutes. Bon. Et partant de ce constat, la Commission européenne a été chargée d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc, elle a révélé, l'étude a révélé qu'il y avait des manquements aux obligations essentielles qui devaient être mises en place, respectées, par les banques. L'évaluation des risques, les déclarations de soupçons auprès des cellules de renseignement financier, des manquements dans les obligations de vigilance, des retards dans l'intervention des autorités de surveillance, et puis aussi l'absence d'harmonisation des réglementations et des pratiques de surveillance au sein des États membres. Et donc, face à ce constat, les objectifs ont été fixés par l'Union européenne, et tout d'abord mettre en place un corpus unique de règles à l'échelle de l'Union européenne, instaurer aussi au niveau de l'Union européenne une surveillance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et créer un mécanisme de coopération et de soutien pour les cellules de renseignement financier. Et c'est dans ce cadre-là qu'est née l'autorité européenne de lutte contre le blanchiment, qui fait l'objet d'un règlement. Alors, pour expliquer à vos auditeurs, le règlement, c'est un excellent véhicule législatif, parce que le règlement est élaboré à l'échelle de l'Union européenne, il est traduit dans toutes les langues, et de ce fait, il ne doit pas y avoir de disparité
de fonctionnement entre les États membres. Notamment lors de la transposition dans les parce qu'il n'y en aura pas, parce qu'il pas. est automatiquement applicable. C'est la différence Absolument. avec une directive européenne, Absolument. qui, elle, laisse une plus grande liberté d'interprétation par les différentes législations des États membres. Oui, exactement. Donc là, on a élaboré un paquet, ce qu'on appelle un paquet législatif, avec un règlement qui crée l'AMLA, l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment, un règlement de prévention. Alors c'est un règlement renforcé. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui même, non, hier, on est passé dans une étape supplémentaire avec l'approbation par la Commission des affaires économiques et monétaires et la Commission liberté publique des accords avec le Conseil, puisqu'on est dans le processus d'adoption, on était dans les négociations entre les différentes institutions. Donc cette nouvelle étape, c'était le 19 mars ? Oui, hier, donc le 19 mars. Donc ces textes ont été adoptés, ce qui fait que le paquet, maintenant, doit être approuvé par le Parlement européen à la session du mois d'avril, et puis après par le Conseil. Peut-être une digression maintenant. Parmi vos activités, vous avez pu aussi être experte auprès de la Commission européenne sur la saisie des avoirs criminels. Oui. Moi, il y a une actualité qui me fait penser au rôle que vous avez pu avoir ces derniers temps. On a parlé d'avoirs en Europe qui pourraient être saisis. C'est les avoirs russes. Plus de 285 milliards d'euros d'avoirs russes sont présents et sont gelés sur le sol européen. L'Union européenne débat actuellement sur la possibilité de saisir cet argent. À côté, nous avons par exemple les États-Unis qui sont très favorables à cette confiscation. Pour citer des propos, par exemple, la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, qui a déclaré récemment que cette confiscation pouvait se justifier par le fait que la Russie viole actuellement les normes internationales. Alors, qu'en pensez-vous? Peut-on considérer ces 285 milliards d'euros comme des avoirs criminels? Alors, c'est une question intéressante. Ce sont incontestablement des avoirs qui sont susceptibles d'être confisqués parce qu'il y a, dans le cadre des résolutions des Nations Unies, l'Union européenne a également un système de saisie et de confiscation des avoirs. Ici, on est face à... Alors, il y a des avoirs russes en France qui sont des avoirs issus de détournements, et qui sont susceptibles d'être saisis. Alors, mais c'est pas sur la base du droit pénal, si vous voulez. C'est sur la base de résolutions qui seraient prises à l'échelle de l'Union européenne, comme il en existe déjà. L'idée, là, c'est d'aller encore plus loin. Mais de ce que j'ai compris, on n'est pas dans le champ de la saisie des avoirs criminels, là. On est dans le champ de la saisie d'avoirs émanant d'un pays qui a agressé un autre pays et qui, de ce fait, s'est mis en contrariété avec... les règles internationales. C'est pas le même domaine. 2024 est donc une année riche en défis et pas seulement dans les domaines qu'on a évoqués. En effet, dans moins de 3 mois, et je terminerai notre échange avec ceci, dans moins de 3 mois, nous serons invités toutes et tous à aller voter aux élections européennes. Chantal Cutajar, vous êtes vous-même candidate aux élections au sein de la liste Écologie positive et territoire. Qu'est-ce qui vous a motivé à passer le cap, si je peux employer ce terme? Vous savez, je suis une femme de la société civile engagée en politique. J'ai eu d'autres mandats avant. Aujourd'hui, j'ai la conviction qu'on ne pourra pas apporter de solutions ni relever les défis qui se présentent à nous en dehors de l'Europe. Et je crois que c'est une élection vraiment importante et j'espère que nos concitoyens iront voter, qu'ils iront voir les programmes des uns et des autres et qu'ils choisiront en fonction de leurs souhaits. Mais on ne peut pas imaginer résoudre le problème du réchauffement climatique, le problème de l'érosion de la diversité, le problème de la lutte contre la criminalité organisée, dont
ne parle pas suffisamment. Le problème de cette corruption généralisée également, dont on ne parle pas suffisamment. Ce sont des enjeux qui sont dans votre programme ? Absolument, oui, absolument. Donc finalement, vous avez fait de votre expertise, de votre carrière d'enseignante chercheuse dans ce domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, contre la corruption, contre la criminalité organisée. Toute cette carrière, vous en avez fait un engagement européen finalement. J'en ai fait un engagement européen. Parce que déjà, j'ai fait, alors c'était malheureusement juste avant l'affaire des Panama Papers, nous avions engagé une initiative citoyenne européenne pour justement, et elle s'intitulait « Neutralisons les sociétés écrans » dont je parlais tout à l'heure. Cette initiative citoyenne européenne, évidemment, n'a pas abouti, mais elle a été déclarée recevable. Ce qui signifie que ce que je préconise, à savoir imposer la transparence des sociétés, est quelque chose qui est de la compétence de la Commission européenne. Très bien. En tout cas, moi, je vous remercie chaleureusement, Chantal Cutajar, pour nous partager vos explications et votre expertise en tant qu'enseignante-chercheuse sur les problématiques de la fraude et du blanchiment d'argent. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.